passe au sport sur RCF avec les résultats. RCF. Branchez-vous sur l'essentiel. C'est mieux que la radio normale. On va aujourd'hui entendre le témoignage de Marjorie qui vit une situation difficile à travers son fils de 6 ans. Elle témoigne du rôle des associations de lutte contre la violence, contre les enfants également. Au micro d'Henri Rebattel, voici Du soleil entre les gouttes. J'espère que ça va bien donner. Ça va donner. Je suis aujourd'hui avec une maman qui veut témoigner d'une situation difficile et personnelle. Maman qui est mère d'un petit garçon qui vit une vie un petit peu compliquée entre le papa, la maman et les grands-parents. Bonjour Marjorie. Bonjour, alors tout d'abord je me présente, je m'appelle Marjorie Jean, j'ai 31 ans, j'ai un petit garçon qui s'appelle Pierre qui a eu 6 ans le 1er février et je suis étudiante en 3e année de théologie à la faculté de Florence. Donc pour repasser un petit peu rapidement la situation, j'ai rencontré la famille paternelle et le papa en 2005. J'ai été enceinte très rapidement. Donc c'est vrai qu'au début la famille paternelle n'était pas très pour garder Pierre. Et puis bon, après ça a été tout beau tout rose, jusqu'à découvrir un côté très possessif, très enfermant de cette famille qui ne me laissait pas du tout mon rôle de mère. Vous avez donc eu la volonté de garder Pierre. Oui, Voilà. donc moi j'ai eu cette volonté pour 2 raisons. La première, c'était un acte réfléchi et posé. Oui. Et la deuxième, effectivement, par rapport à mon éducation et à ma moralité chrétienne. Voilà. Comme je vous disais, c'est vrai qu'après, c'est démontré un petit peu un côté de la famille paternelle que je ne connaissais pas au niveau d'une violence psychologique, une possession, un enfermement que moi j'ai subi durant la grossesse. Donc je peux aussi dire que Pierre l'a subi, parce qu'on sait très bien que les enfants ressentent les choses. Oui. Qu'il a subi après à sa naissance et après et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, par des violences physiques et psychologiques, soit des grands-parents paternels, soit du papa. Moi au début je me taisais beaucoup, parce qu'on a très peur. On a très peur pour soi, pour son enfant. Et puis j'ai quitté sur conseil de mon avocat suite à un événement un petit peu difficile où j'ai cru ne pas revoir mon fils en mars 2007. Le papa et le grand-père avaient pris Pierre et je ne savais pas si j'allais le revoir, donc mon avocat m'a conseillé de quitter le domicile conjugal. Il avait saisi le juge des affaires familiales qui après m'a donné la résidence. Quand vous parlez de quitter, c'est quitter le domicile, effectivement, mais pour une question de sécurité. Oui, exactement. C'était pour protéger Pierre et me protéger. Donc je me suis rendue chez ma maman. C'est vrai qu'on a beaucoup été menacés par la présence du grand-père et du papa. On a fait intervenir la gendarmerie, la police, qui ont à l'époque très bien fait leur travail à ce niveau-là. Moi, suite à ça, j'ai saisi le juge des enfants en pensant protéger mon fils et en demandant d'être écouté et entendu. Et il s'est avéré que autant lui que les éducateurs n'y croyaient pas. N'y croyaient pas, je pense, comme ils me l'ont dit, pour 2 raisons. La première, le problème de mes convictions religieuses, en face de convictions religieuses au niveau de la famille paternelle qui sont assez sectaires, qui sont très basées sur l'enfermement, qui sont aussi basées sur l'initiation incestuelle, sur une possession de la part des grands-parents, sur tout un contexte aussi relatif à la mort très prenant, à la limite si une personne de la famille est malade, on va pas spécialement la soigner pour pouvoir la posséder. C'est ce qui est arrivé à Pierre quand il y a eu un changement de résidence. Et donc tout ça, la justice n'en a pas pris compte, les éducateurs non plus, donc j'ai été un petit peu livrée face à moi-même les premières années.
Donc il y a eu des constats, autant des constats médicaux que des constats juridiques, gendarmerie ou autre. Voilà, donc il y a eu des plaintes au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police nationale, il y a eu ce qu'on appelle des signalements de la part des médecins, il y a eu des ordonnances aussi de constatation, entre autres, pour vous donner un exemple rapide, Pierre a été obligé d'aller voir un urologue en urgence parce qu'il avait un phimosis à cause des décalotages forcés posés par la famille paternelle, donc il a été obligé d'être opéré très rapidement, mais le juge n'en a pas tenu compte. À ce moment-là, Pierre résidait dans la famille paternelle? Non, là, à ce moment-là, Pierre résidait avec moi. Pierre a résidé. Il était encore avec vous? Pierre était encore avec moi. Et c'est lors d'une visite? Voilà, en fait, une visite habituelle chez le pédiatre. Et la pédiatre m'a dit amène ton fils tout de suite chez l'urologue pour faire le point. Tout ça a continué jusqu'en septembre 2009, où à l'époque, moi, par l'aide et le soutien d'un ami prêtre, j'avais commencé avec la faculté de Lyon des études de théologie, et puis j'ai eu la possibilité d'être reçue à Florence en Italie à la faculté de théologie de Florence. C'est uniquement après pour avoir une assise professionnelle. Voilà, exactement, une assise professionnelle et un futur pour Pierre et pour moi. Donc on va essayer de revenir, parce que c'est ce qui intéresse les personnes qui nous écoutent, sur le vécu, sur la situation de Pierre actuellement, votre situation, et aussi toute cette rencontre et démarche que vous avez faite auprès des associations existantes. Voilà. Donc en 2009, suite à la décision d'être reçu en Italie, le juge des affaires familiales a transféré la résidence de Pierre donc chez son père. Donc son père on habitait à l'époque sur Montélimar, les grands-parents. Sur quoi il s'est appuyé là? Alors il s'est appuyé sur le fait que Pierre devait rester en France pour garder des contacts avec la famille paternelle et la famille maternelle. Donc la famille maternelle a totalement été exclue dès le changement de résidence qui s'est passé en 12 heures, avec beaucoup de pleurs, et Pierre a été totalement déchiré. Il faut savoir aussi que Pierre, depuis qu'il parle, exprime très bien, soit par le dessin, soit par la parole, ce qu'il vit. Ce qu'il fait, il a eu un suivi pédopsychiatrique très, très clair, donc qui a été interrompu puis repris à la demande du juge des enfants, mais est un enfant qui est très expressif dans sa façon d'être. C'est aussi le pourquoi je demandais au juge des enfants de l'écouter. En 2010, oui c'est ça, en janvier 2010, j'ai posé la question au juge des enfants en disant mais vous êtes juge des enfants, pourquoi n'écoutez-vous pas Pierre? Et il m'a dit je ne sais pas interpréter les paroles d'un enfant. Alors moi ça m'a fait tilt, parce que je me suis dit le nombre de femmes qui vivent ou qui ont vécu les violences psychologiques ou les violences physiques, vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez le constater, j'ai encore des séquelles au niveau physique. Tous ces enfants qui ne peuvent pas être entendus parce que la justice dit il faut un âge de discernement. Qu'est-ce que signifie l'âge de discernement? Et cet âge de discernement, il a été posé par le juge? Alors, pour le tribunal, dans la Drôme, pour les tribunaux dans la Drôme, c'est 7 ans. Pour d'autres tribunaux, ça peut être plus jeune, comme ça peut être beaucoup plus âgé. Il y a certains tribunaux qui n'écoutent pas les enfants avant 12-13 ans. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau pénal et civil, l'enfant n'est pas reconnu en tant qu'autorité, comme dans certains pays anglo-saxons, où même dès la conception, l'enfant est reconnu devant la justice. Donc ça dépend un petit peu, je vais dire, c'est à la tête du client, si je peux me permettre. Donc c'est aussi un gros problème par rapport à la femme et à l'enfant de faire face à tout ça. Sur RCF en Drôme et en Ardèche, du soleil entre les gouttes. On va essayer d'aborder maintenant un petit peu toute la rencontre et l'aide que vous avez eue des associations existantes. Voilà, donc suite au changement de résidence, j'ai un petit peu demandé à tout le monde de l'aide. Et au début, j'ai écrit aux associations, donc entre autres, j'ai été aidée et soutenue par Enfance Majuscule sur Valence, dont je remercie la présidente parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, son soutien m'est très cher, et même pour tous les enfants. Enfance et Partage sur Paris, parce qu'il faut savoir que l'association Enfance et Partage n'a pas de poste automatiquement dans tous les départements ou toutes les régions, donc c'est un petit peu difficile, mais c'est vrai qu'ils ont eu une grosse écoute sur Paris. Et puis l'association Femmes Solidarité Nationale qui m'a aussi beaucoup soutenue. Alors ces associations m'ont dit surtout ne te tais pas,
Surtout, permets à ton fils de parler. Continue. Essaie de faire avancer, essaie de faire réfléchir. Effectivement, fais attention à la justice. Parce que le problème, c'est que si tu leur donnes trop, ils vont pas automatiquement t'écouter ou ils vont laisser passer de côté. Mais ne te tais pas. Et je crois que c'est essentiel que les personnes savent que quand on est violenté, que ce soit psychologique ou physique, la loi sur les violences psychologiques est passée depuis plus de 2 ans maintenant. Et moi j'ai eu l'occasion au commissariat de Valence d'avoir une personne qui a pris une plainte, qui était extrêmement compétente à ce niveau-là, qui sont à notre écoute. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de publicités qui ne sont pas pris en compte. Hein. Le 3919, le 119, effectivement, ce sont des pôles qui, je pense, n'ont peut-être pas le soutien dont ils devraient avoir besoin parce que la justice ne suit pas derrière. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai parlé des violences au niveau des commissariats ou des gendarmeries, au niveau de ces associations, j'ai été écoutée. Donc ne passez peut-être pas par certains points, passez directement au président des associations ou moi j'ai pu le voir aussi par l'intermédiaire du soutien de ma maman, des sénateurs, des députés qui nous ont aussi aidés, qui nous ont répondu, qui nous ont dit oui, nous on est là aussi pour essayer de faire changer la loi sur les femmes, la loi sur les enfants, de façon à ce qu'ils puissent être écoutés. J'ai vu récemment qu'il y avait une loi qui avait été proposée, sujet de loi qui avait été proposé pour que les juges soient assistés de pédopsychiatres. Donc c'est vrai que ce serait l'essentiel parce que ils pourraient effectivement interpréter les propos des enfants et ne plus se baser sur un âge de discernement. Le conseil que vous donneriez actuellement, c'est de se rapprocher des associations existantes, d'avoir leur appui, parce que comme on dit, plus l'unité fait la force. Une chose est à préciser et que moi je le vis en tant que maman, mais il y a aussi beaucoup de papas qui le vivent, c'est-à-dire que le contexte de l'aliénation parentale est très proche. Donc oui, effectivement, se rapprocher de ces associations directement et puis éventuellement, ma maman a fait un site internet, donc www.pierre-enfant-martyr.org où vous pouvez trouver une pétition à laquelle vous pouvez signer, que vous pouvez envoyer à vos maires, à vos députés, à vos sénateurs, aux présidents, aux personnes qui se présentent aussi au niveau politique, de façon à faire évoluer la loi pour nos enfants, pour les femmes et pour les hommes qui vivent ce que j'ai vécu. Et surtout une chose, pour conclure ce que j'ai à dire, c'est n'ayez pas peur de parler. Parce que c'est pas parce qu'on est face à la violence, que ce soit pour nos enfants ou pour nous, moins on parle, plus on subit. Marjorie, merci. Situation difficile, on ne peut que vous souhaiter bon courage.